peut pas faire d'exposition sur Chris Marker. Je suis parti comme ça, je me suis dit c'est pas possible, comment ils vont faire? En fait, même pour être plus précis, je pensais que c'était comme une espèce de mise au tombeau, cette mise au musée. Et j'ai été, enfin je sais pas, j'ai pas été assez convaincu que c'était vraiment ça pour laisser tomber. Du coup, quand je suis sorti de l'exposition, je me suis demandé pourquoi je m'étais dit ça. Et j'ai commencé à m'interroger pour savoir pourquoi l'œuvre de Marker me paraît comment résister à la muséographie, quoi. Et puis il m'est arrivé un deuxième truc plus récemment. C'est que vous avez vu qu'il y a une exposition Van Gogh à Bruxelles, à la Bourse. C'est une exposition Van Gogh qui a la particularité, c'est quand même un truc assez incroyable, c'est une exposition de peinture sans tableau. Non, c'est des projections et un masque de réalité virtuelle. Alors j'ai pas été moi-même voir l'expo, elle est en prolongement là, peut-être que j'irai un jour. Mais j'ai interrogé mon fils de 5 ans qui était avec sa mère et il m'a dit quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant. Il m'a dit c'est l'histoire d'un homme qui fait des autoportraits, comme toi tu fais des fois des autoportraits de moi. La notion d'autoportrait n'était pas tout à fait passée, mais bon. Mais il m'a dit mais sauf que ces autoportraits à lui, ils sont grands jusqu'au plafond. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu un autoportrait de Van Gogh. Il y en a quelques-uns à Orsay, un au moins. Ouais. On peut les mettre au plafond, mais ils font 60 cm en gros. Et donc, voilà, moi je suis le nez dent courbé, tout ça, l'enterrement ornant, tout ça. Donc la question du format des tableaux me paraît quand même assez capitale et tout ça. Et je me dis c'est quand même bizarre quoi, qu'on puisse faire abstraction à ce point de la taille des tableaux et qu'on en fasse des repros sur des éléments. Mais après tout, bon, il a 5 ans, donc il s'est mis au coloriage, frénétiquement. Et c'est peut-être tout ce qui compte, quoi. Mais lui, c'est un enfant, et je crois qu'il sait quoi faire avec l'art, quoi. Parce que les enfants, ils font tout avec tout. Et quand ils n'en ont rien à faire, ils n'en ont rien à faire, et c'est clair. Les adultes, c'est différent. Nous, on fait semblant, quoi. Donc on va voir une exposition Van Gogh, et en fait, qu'est-ce qu'on en tire? Ça m'interroge, quoi. Et je me dis quelque part, en fait, voilà, ça c'est l'archétype de la consommation culturelle d'aujourd'hui, cette exposition. Et donc on est, pour moi, vraiment à l'opposé de Chris Marker, quoi. Il y a quelque chose d'irréconciliable. Voilà, peut-être qu'un jour, il y aurait une exposition Chris Marker sans ses films, et je ne sais pas. Mais voilà. C'est pas parce qu'il est mort en 2012, à mon avis, aujourd'hui on ne peut pas en faire le tour, mais je crois que ça ne va pas s'arranger, heureusement. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on puisse faire... D'ailleurs, je veux dire, le fait même qu'on soit dans un lieu participatif ici, que moi j'ai annoncé ma conférence comme un truc participatif, je pense que c'est une trace de ce truc où c'est quand même une œuvre qui peut mettre un peu mal à l'aise le muséographe ou celui qui voudrait réduire cette œuvre à une espèce de truc facile à digérer culturellement, quoi. Donc pour revenir à mon histoire sur Van Gogh, en fait, qu'est-ce qu'on va chercher? C'est un storytelling, en fait, maintenant, Van Gogh. C'est l'histoire d'un homme qui est devenu fou, qui s'est coupé l'oreille, et les tableaux qu'on va voir, qui sont même plus là, en fait, c'est des images qui sont censées nous renseigner sur ce destin hors du commun. Donc l'auteur, en tant que mythe, est devenu la valeur principale qu'on nous vend, première. Et elle est facile à digérer parce que c'est une fiction, en fait. On va voir. En second, bon là, il n'en est même pas question, mais il pourrait y avoir les œuvres. Et donc des objets fétichisés, quoi. Et en tout dernier, il y aurait la signification. Donc là, alors il faut faire venir quelqu'un. D'ailleurs, ici c'est comme ça, hein, sur la page de l'Expo Marker, il y a marqué visite guidée sur demande. Et en fin de compte, je suis là, moi, comme pour vous expliquer ou vous donner je ne sais pas trop quoi, en plus, qui est finalement secondaire par rapport à la muséographie contemporaine, je pense.
Et je pense que l'œuvre de Marqueur, c'est tout le contraire, en fait. Et c'est dès le départ, voilà, je ne sais pas si c'est parce que moi je m'y intéresse, mais j'ai l'impression c'est tout l'inverse. Et Edgar a fait une conférence il y a une semaine pour montrer comment Marqueur avait fait en sorte de jamais être là. Et donc il a bien montré qu'effectivement il y a une stratégie de Marqueur dès le départ pour pas être là où on l'attend. Et j'ajouterais même des fois pour être à deux endroits à la fois. Donc je voulais vous lire un truc que j'ai trouvé qui montre à quel point c'est premier chez Marqueur, cette façon de ne pas vouloir assumer la position d'auteur, en fait, ou de la déjouer. En fait, voilà, pour décrire sa stratégie, moi je dirais que c'est un peu comme quelqu'un qui est poursuivi par la police, sauf que c'est pas la police, c'est des biographes. Et donc il fait un peu comme, pour employer une image d'actualité, il renverse les poubelles derrière lui, il met des obstacles, des choses qui vont obstruer le terrain et qui vont retarder l'enquête qui est faite sur lui et qui va finir par révéler un jour Marqueur comme quelqu'un de réel. Mais pour l'instant, la biographie de Marqueur, elle a été très fortement retardée. Et donc il a fallu attendre sa mort pour voir des images de lui, par exemple. C'est une stratégie qu'il a sciemment mis en place. Bon, il s'appelle il s'appelle Christian de Bouche-Villeneuve. C'est quand même un nom qui appelle le pseudonyme, mais surtout dans les milieux de résistance, il y avait beaucoup de pseudos, etc. Donc c'était assez logique qu'il aille vers ça. Mais de là à en avoir plusieurs, c'est déjà une stratégie un peu de... Ouais, moi j'ai envie de dire, je vous lâche plusieurs noms et je vous perds, quoi. Il y a ça sur les lieux de naissance aussi. Et quand il dit qu'il est né en Mongolie, c'est assez peu vraisemblable. C'est-à-dire, il n'est pas en train de construire un mythe de Chris Marqueur comme, par exemple, il y a un mythe Rimbaud, mais qui est fait quand même d'informations fausses mais vraisemblables. Par exemple, on sait que Rimbaud n'a jamais participé à la Commune, mais ça aurait pu. Et Rimbaud n'a pas participé à la fabrication de ce mythe, mais beaucoup d'amis ont témoigné qu'il y avait été, etc. On sait aujourd'hui que c'est faux, mais c'est vraisemblable. Marqueur, de son vivant, a diffusé des informations invraisemblables sur lui. Et j'y vois une façon d'échapper à ce mythe romantique de l'auteur, du génie, qui, dans son œuvre, raconterait son destin fabuleux. C'est un quidam, c'est un monsieur tout le monde, c'est quelqu'un qui veut rester monsieur tout le monde et qui, du coup, balance des poubelles pour retarder les biographes, quoi. Alors, quand on lui a demandé, il a publié son premier roman en 1949, Le cœur net, et les éditions du Seuil qui publiaient le roman lui ont demandé donc une notice biographique. Il répond que la notice biographique lui paraît superflue et il consent, si cela s'avère vraiment indispensable, à faire circuler une date et un lieu de naissance imaginaire. Donc le 22 juillet 1921, à l'île aux Moines. Et comme seul curriculum vitae, s'occupe de culture populaire. Voilà. Et il dit, pour le reste, vous ignorez tout de moi, surtout mon adresse. Donc on est en 49. Donc c'est vraiment, c'est pas un truc qui lui est venu sur le tard, quoi. Ça c'est l'auteur. Chez Marqueur, je crois qu'il y a vraiment une stratégie de pas d'échapper à cette figure de l'auteur qu'on serait tenté d'adorer dans la muséographie contemporaine. Ensuite, il y a l'œuvre, alors. Les objets. Alors c'est rigolo, vous avez vu l'expo, c'est quand même très bric-à-brac. Il y a toutes sortes d'objets, de registres totalement différents, qu'on a trouvés dans un atelier très en bordel, et avec des gags. On s'est rendu compte, en fait, quand on a pénétré dans l'atelier de Marqueur, on savait qu'il avait de l'humour, mais enfin, pas à ce point-là. Il conservait toutes sortes de choses. Et je me demande dans quelle mesure il ne se marrait pas déjà un peu de savoir ce qu'on allait prendre, mettre dans des vitrines. Surtout pour le réalisateur d'un film qui s'appelle Les statues meurent aussi, et qui avait réfléchi à cette question de la muséographie et de qu'est-ce qui fait qu'un objet se retrouve hors d'usage et dans un usage qui est
un usage propre, muséographique, qui le déracine. L'exposition telle qu'elle est là porte la marque du côté on est perdu. On est perdu dans les objets qu'il nous a laissés, on ne sait pas trop quoi regarder. C'est une œuvre qui est multiformat, multiforme, donc on pourrait parler longuement. Qu'est-ce qui est œuvre chez lui, qu'est-ce qui est juste une notation, qu'est-ce qui est juste un marque-page et un gag, enfin, voilà. Pour ne parler que des films, c'est quelqu'un qui a constamment refusé la rétrospective. Quand on le contactait pour avoir des explications sur la façon dont il avait fait ses films, il répondait systématiquement qu'il ne voulait pas en parler et que ce qui l'intéressait, c'était les films qu'il allait faire. Et quand on lui demandait si on pouvait rediffuser les films qu'il avait faits, c'était pareil. Il ne voulait pas de rétrospective de ses œuvres. Alors là, je crois qu'on touche à un truc qui est non seulement compliqué à envisager du point de vue de la consommation culturelle, mais qui en plus est essentiel à l'œuvre pour moi. Je me lance là, parce que dire où est le centre aussi dans une œuvre comme ça, c'est un peu osé, quoi. Mais moi, il y a quelque chose qui me paraît capital, c'est le mythe d'Orphée retournant voir Eurydice dans les enfers. C'est un mythe et qui est un des mythes qui cristallise le mieux la défiance des Grecs à l'égard du passé. Mais il y a d'autres mythes qui sont empreints de cette défiance qu'avaient les Grecs anciens vis-à-vis du passé. Et j'ai l'impression que voilà, c'est quelque chose qui se retrouve un peu disséminé comme ça dans l'œuvre de Marqueur. L'idée que quand on se retourne... Alors je vous raconte Orphée Eurydice, au cas où vous ne l'auriez pas... Vous avez en tête Orphée retourne chercher sa bien-aimée aux enfers. Et il retrouve donc Eurydice dans les enfers et il a une discussion avec Hadès, qui est le dieu des enfers, et qui lui permet de prendre Eurydice et de la ramener à la vie. Mais à une condition, c'est qu'en sortant des enfers, il ne doit pas se retourner. Orphée ne résiste pas, se retourne, et Eurydice reste aux enfers. L'idée qu'il y a une force il y a quelque chose de morbide dans la fascination du passé. Moi, j'ai l'impression de retrouver de ça disséminé dans La Jetée. C'est-à-dire que, en fait, le voyage d'Orphée, c'est un voyage, là, c'est dans un lieu, c'est les enfers, mais en fait, c'est un voyage dans le passé, quoi. La Jetée, qui est en résonance, évidemment, avec Vertigo d'Hitchcock. Hitchcock lui-même assez pétri de culture classique et connaissance et mythes. Donc je pense que voilà, c'est quelque chose qui est assez central dans l'œuvre de Marqueur, l'idée qu'on doit toujours faire l'aller-retour vis-à-vis du passé, vis-à-vis des archives, un aller-retour et revenir vers le présent, ne pas rester dans la fascination du passé. Il y a l'idée que, un bout de papier que vous avez peut-être retrouvé porte la trace, qui est l'idée que la mémoire ne sert pas seulement à regarder le passé, mais que la mémoire devient prospective. C'est une idée assez curieuse, puisque ordinairement la mémoire, c'est quand même la faculté de l'esprit qui nous permet de retrouver le passé, traditionnellement. Et chez Marqueur, c'est une faculté qui est centrale et qui en même temps n'est pas tournée vers le passé. C'est comme si la mémoire était tournée vers l'avenir. Plutôt que l'imagination, il parle rarement de l'imagination. On pourrait considérer comme un truc de projection. Je pense que tout ça, ça vient beaucoup de la période, de l'après-guerre. Il faut imaginer une société qui déjà est malade de culture classique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se brise dans la culture classique, que la plupart des gens ont encore, quoi. C'est l'école apprend encore le latin, le grec, les mythes. Enfin. Et là, il y a quelque chose qui se casse parce qu'en fait, je pense qu'il y a eu un mésusage de la culture classique. Quand on regarde la propagande nazie, par exemple, et l'usage du mythe olympique, par exemple, chez Leni Riefenstahl, Marqueur y répond en faisant un film en 1952 qui s'appelle Olympia, comme le film de Riefenstahl.
Et voilà, enfin, je pense que Marker est un gars qui a vécu dans un univers comme ça, bourré de références classiques, mais qui se rend compte que voilà, on passe à une époque où il va falloir vraiment se tourner vers l'avenir et arrêter de se référer sans arrêt à l'Antiquité, de se référer sans arrêt à la tradition. Je pense que c'est une des choses d'ailleurs qui l'oppose à Malraux. André Malraux et le musée imaginaire. Il y a une assez belle conférence de Didier Huberman sur la façon dont on peut relire les statues Meurthe-Haussy comme une espèce de lettre à André Malraux. Et une lettre à l'auteur du musée imaginaire. Parce qu'en fait, si vous regardez les statues Meurthe-Haussy, tout le début du film fonctionne beaucoup sur le type de montage que Malraux faisait, en disant voilà, dans l'art africain, on retrouve une déesse grecque, et donc il y a une espèce de... Et puis à un moment donné, ça bascule. À un moment donné, c'est ce que je disais sur l'aller-retour passé-présent quelque part, c'est-à-dire on va vers des œuvres, des objets, on les regarde, on étudie, etc. Mais à un moment donné, on revient au présent. Et le présent, c'est quoi? C'est l'art africain est devenu complètement marchandisé et il est en train de devenir... c'est une marchandise dans le régime colonial, quoi. Et ça, c'est une baffe à Malraux un peu. C'est de dire, bon, voilà, il y a un moment donné où il faut quand même resituer aussi les œuvres dans le présent, quoi. On ne peut pas être dans le musée imaginaire abstrait du rapprochement de toutes les... Non, il y a aussi l'actualité, quoi. Les statues se rendent aussi. Vas-y. Moi, ça me touche d'autant plus que ma petite phrase, je l'ai trouvée dans les statues Meurthe-Haussy. Ah oui. Et il se trouve que malheureusement, j'ai vu une partie du film vers le milieu, vers la fin, jusqu'à la fin, et le début, mais j'ai loupé un morceau. Mais moi, je peux raisonner. J'ai très vite abandonné l'idée des photos, parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais avoir qu'une approche superficielle et que ça me convenait pas, et que je ne peux que regarder les choses en fonction de ce qui m'intéresse vraiment moi, quoi. Et comme je suis en train d'écrire un truc qui s'appelle lecamartin.panneau Congo, je suis allée à l'ouverture du musée de la réouverture de l'African Museum. J'habite à Matongé. Et bref, je me dis, ça fait 33 ans que je vis dans un pays dont je n'ai pas eu jusqu'à présent connaissance de plein de choses essentielles. Et donc là, avec ce film, il y a une résonance étonnante. Et la phrase, histoire de l'art, paradis des formes, elle est quelque part dans ce film-là. Donc je me suis dit, I got it. Ouais. C'est pour moi. C'est tout à fait ça. Ouais. C'est comme ça que ça doit résonner, quoi. Je pense que c'est vraiment ça. C'est la critique de Malraux, quoi. C'est dire, sans perdre de vue que Malraux devient ministre de la Culture et que, comme on y reviendra peut-être tout à l'heure, René et Marker, à ce moment-là, sont du côté de l'éducation populaire et qu'il y a évidemment une déperdition dans ce ministère qui les efface quelque part de la cartographie politique, puisque l'éducation populaire va partir dans la jeunesse et les sports. Et je ne suis même pas sûr à l'époque que ce soit vraiment déjà établi, mais cette séparation jeunesse, sport, culture populaire et la culture, Malraux, c'est le Premier ministre qui a fait ça. Et donc, je pense qu'il y avait une admiration et en plus des liens familiaux même entre René et Malraux. Mais oui, parce que... La fille Malraux a été la femme de René. Mais voilà, c'était une... Et je veux dire, Malraux s'y est pas trompé puisqu'il a interdit le film pendant 8 ans, quoi. Non, c'est très amusant par rapport à ce que tu dis, puisque le film a été interdit. En fait, ce qui a été permis, c'est les 2 premières bobines. Or, les 2 premières bobines, c'est celles qui citent le musée imaginaire. Et la dernière bobine, c'est quand, tout à coup, effectivement, la marchandisation de l'art... et là apparaît l'escroquerie coloniale, et ça c'est censuré. Le film, il faut attendre 60... je ne crois pas dire de conneries, 65 pour que le film soit autorisé en 3 bobines. Alors il y a Il n'y a pas de justification. Non, il y a un long texte
il y a un long texte où il demande, parce que c'est toujours comme ça la censure, il demande en fait aux auteurs de faire les coupes eux-mêmes. Parce que eux, n'étant pas artistes, ils ne veulent pas s'en mêler. Mais ne disent pas ce qu'il faut couper. Et donc, voilà. Donc il y a une longue réponse de Marqueur qui est très très drôle à ça, mais il n'a jamais compris pourquoi Enfin, si c'est très clair, pourquoi le film est censuré. Mais voilà, clairement, c'est pas dit, quoi. En fait, on parle de muséographie et d'objets, mais il faut aussi le penser par rapport à la critique de film, à l'analyse qu'on peut faire des œuvres, etc. Il y a une résistance aussi des films de Marqueur à ce qu'on les prenne comme une fin en soi, c'est que chaque film est transitoire quelque part. C'est-à-dire il y a des espèces de suites de gestes artistiques qui ne sont compréhensibles que dans un fil d'action. Par exemple, l'exemple de À bientôt j'espère, je peux le raconter dans son intégralité, disons dans toute la séquence, comme on dit aujourd'hui. La Rodiaceta, c'est une usine de textile qui se trouvait à Besançon, à la sortie de Besançon. On est en train d'en détruire les restes en ce moment. Donc en 67, il y avait 3000 ouvriers à la Rodiaceta. Mais donc c'est une usine qui se met en grève en quasi-totalité. Quasi-totalité des ouvriers se met en grève en 67. Et il se trouve que là, il y a un bonhomme qui s'appelle Paul Seb, qui est un délégué du personnel et en même temps un délégué syndical donc CGT, Parti communiste. Et lui, il s'occupe de l'activité culturelle des ouvriers. Donc il a une petite bibliothèque au sein de la Rodiaceta, plus un centre culturel dans un quartier ouvrier qui est le quartier de l'usine LIP, pour vous resituer. Besançon, cette ville assez capitale quand même dans l'histoire du mouvement ouvrier français, puisque LIP et Rodiaceta, c'est quand même deux trucs assez colossaux. En fait, c'est un gars les ouvriers viennent pour chercher des bouquins, il leur donne un bouquin, il leur demande de lire le bouquin et de remplir une fiche de lecture. Et en fonction de la fiche de lecture, il leur donne un autre bouquin, et comme ça. Et en fait, pour chaque ouvrier, il a une espèce de suivi de la façon dont le gars va lire tel et tel truc en fonction de ses centres d'intérêt et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui est en permanence dans l'éducation populaire déjà. Il fait venir un collectif de cinéastes qui a réalisé un film sur le Vietnam, loin du Vietnam, et donc il y a Marqueur et René qui se déplacent et qui viennent présenter le film à la Rodiaceta. La réalisation d'un film par Marqueur, À bientôt j'espère, à propos de la grève. Film qui va être critiqué par les ouvriers de la Rodiaceta. Chris, tu es trop romantique. Chose la plus fausse qui soit, mais bon, dans le contexte, je pense que le gars avait raison. Et ce qui a permis à Chris Marqueur de dire, si c'est comme ça, réalisez-les-vous, les films. Et c'est tout ce qu'il attendait. Et je veux dire, on voit bien que là, les films, c'est que des jalons sur un truc qui va donner donc les groupes Madvetkin, qui vont eux-mêmes donner des films, etc. Donc, c'est s'arrêter sur un moment et décortiquer le film, c'est intéressant. Mais on voit bien que c'est des films qui sont des objets qui servent à quelque chose, quoi, qui sont pas des fins en soi. À la limite, peut-être que c'est ça, à un moment donné, qui change dans l'œuvre de Marqueur. C'est un film comme Sans Soleil, c'est difficile de ne pas le prendre comme une finalité, là, pour le coup. Mais tout ce qu'il a réalisé avant, quasiment, il y a une espèce de... C'est toujours dans un contexte particulier, ce qui explique qu'il ne veuille pas faire de rétrospective. Parce qu'on en discutait tout à l'heure, mais pour le Jolimet, il ne voulait pas que le film ressorte, parce que pour lui, c'était lié au contexte de la guerre d'Algérie, et qu'il aurait fallu remonter le film. Mais ça, c'est comme pour ses livres. Par exemple, il a écrit donc un essai sur Jean Giraudoux en 1952. Le Seuil lui a demandé de ressortir le livre 2 fois, et il y en a 3 versions successives. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il réécrit. Pour un essai sur Giraudoux, dont on se dit, mais qu'est-ce qui a changé, quoi. Enfin, Giraudoux, il n'y a rien qui a changé, mais de son point de vue, le présent a changé. Donc on est toujours dans ce truc... oui. Et je pense qu'il concevait les films de la même façon.
Donc si on lui avait demandé de ressortir, j'imagine... je pense qu'il y a des films qu'il jugeait pas amendables, probablement, aussi, et qu'il n'aurait pas voulu remonter du tout. Mais voilà, le Jolimet, par exemple, il aurait voulu pouvoir le remonter. Donc voilà, ça n'arrange pas ni les biographes, ni les muséographes, ni les critiques de cinéma. C'est une œuvre qui résiste à tout ça, un peu, quand même. Alors le dernier point, ce serait la signification. Qu'est-ce qu'on tire comme je sais pas, comme explication de ça? Alors moi, je vous ai mis en cercle et tout ça pour pas avoir l'air d'un conférencier, mais j'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. Tu veux intervenir? Regarde le micro. Du coup, si je peux me permettre, histoire de tirer un petit fil avec le début de ce que vous avez dit, sur la question de la projection d'image par rapport à l'œuvre elle-même, en donnant l'exemple de Van Gogh, ce que vous étiez en train de vouloir nous dire, outre la caducité du fait... On dit comme ça, caducité, on dit mais donc c'était pour en quelque sorte nous faire éventuellement réfléchir au fait que cette exposition était caduque en soi. C'est laquelle? De Chris Marker. Puisque effectivement de voir des choses qui sont liées à un contexte sont hors contexte, comme une œuvre qui serait in situ et qui se retrouverait ailleurs. C'est un peu ça l'idée. Oui, et en fait, précisément, il me semble que si on doit apporter quelque chose en plus, c'est ce retour au présent qu'il faut faire. Si on veut être fidèle à l'esprit et à ce à quoi nous invite l'œuvre, et si on veut qu'elle continue à vivre, pas pour elle, pas pour Marker, il est mort, mais pour nous, il faut revenir au présent et resituer toujours, ne pas tomber dans la fascination pour l'œuvre de Marker ou pour Marker, mais s'en servir, quoi. Excusez-moi, du coup, je me dis, mais alors vous, par exemple, vous pourriez prendre les statues meurtres aussi, et puis aller interviewer les 2 personnes qui ont fait le rapport à Macron sur la restitution des biens spoliés, et puis continuer ce travail. Oui, c'est tout à fait une idée. C'est une idée. Je ne sais pas du tout où on est, parce qu'il y a un mouvement décolonial maintenant assez actif. Oui. Je ne sais pas du tout où ils en sont par rapport à ce film. On en parlait avec Andrea tout à l'heure. Je crois que c'est un film qui est relativement méconnu par rapport aux usages qu'il pourrait avoir aujourd'hui. Mais ceci dit, il ne faut pas se leurrer non plus. C'est un film qu'il faut traduire, quoi, parce qu'il y a... On est dans les années 50 et les termes, on n'est pas dans les catégories... C'est hyper critique, c'est extraordinaire. Oui, non, mais ça n'enlève rien à la qualité du film, mais je veux dire que... En fait, là, on est dans un problème que Marker a rencontré et qui n'a pas cessé de grandir, qui est la relation des groupes militants avec le cinéma et de ce que les groupes militants peuvent attendre du cinéma. Qui n'a pas cessé de grandir, parce qu'aujourd'hui, je pense que ce que les groupes militants attendent, c'est essentiellement des objets de communication. Ils attendent la même chose que de discours. Voilà, l'État, de propagande. De discours, oui. Est-ce que tu militerais pour que tous ces objets retournent dans l'atelier de Chris Marker Oui, dans un esprit décolonial? Ça serait une idée. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet atelier, en fait, donc d'abord ils sont rentrés dans l'atelier, ils n'ont pas osé toucher aux objets évidemment, et puis ils ont pris des livres dans la bibliothèque, ils se sont aperçus que dans chaque livre il y avait des articles, c'est pas des marque-pages, donc il avait fait d'abord il y avait toute une série de dossiers, mais également dans les livres étaient des dossiers eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y avait toute une série de renvois à l'intérieur des livres. Des articles de journaux, des critiques, mais un emballage de chocolat qui tout à coup, parce que ça lui faisait penser à... Et donc l'idée aujourd'hui est de scanner tout ça, de digitaliser en tout cas de ne pas digitaliser les livres évidemment, mais en tout cas de digitaliser tous les objets qu'ils ont trouvés dans les livres et d'en faire, et qu'on puisse en avoir un accès sur le net, quoi. Ce que je
C'est un peu comme quand on a dispersé les objets de la tombe de Toutankhamon. Tant qu'elle était fermée, les archéologues pouvaient espérer y comprendre quelque chose. Donc, ce qu'il aurait fallu, c'est ne toucher à rien, surtout. Parce que l'archive, elle était là, et l'œuvre, elle était là. Et puis après, elle est vendue comme les statues, comme les statues africaines. Et entre parenthèses, les statues africaines, on ne peut pas les rendre, puisqu'elles sont mortes. Et les contextes qui les ont engendrés n'existent plus. Si le musée tue, on met le cimetière où on veut. Le problème, c'est le rapport au vivant qui est posé. Ouais. C'est le rapport au vivant. C'est-à-dire que regarder ça effectivement comme des œuvres qui appellent d'être regardées comme des œuvres. Donc, dans la culture artistique, comme l'a fait Malraux, etc., c'est leur dénier une signification qui n'était pas celle-là dans des sociétés qui existaient et qui ont été détruites. Et donc, c'est continuer à les tuer. Si on compare le musée de Tervuren et ce qui s'appelait le musée de l'homme, qui a été bousillé, mais je sais plus, mais le musée de l'homme, c'était un musée d'ethnologie, c'est-à-dire que les vitrines, c'était les instruments, les sitars, par exemple. Il y avait tous les types sur le concept d'instruments à cordes avec une calebasse, une guitare, quoi. Et les choses étaient classées comme ça. Et elles étaient classées selon des concepts comme ça et pas selon un art de les regarder, quoi. Qui est une invention très récente. Très récente. Mais c'est sûr qu'on pourrait imaginer aujourd'hui un acte décolonial qui consisterait à détruire des œuvres africaines en disant elles ne peuvent plus servir de cette façon-là, quoi. Et il faut quand même se souvenir que ce que raconte Rouche par rapport à au Dogon et à la falaise de Bandiagara, où les masques on les casse et on les laisse dans un cimetière de masques qui est dans une cavité, quoi. Donc oui, je pense que c'est ce que dit Benoît, c'est un hein. Oui. Mais c'est-à-dire qui a le droit de casser ces œuvres et de dire que ce ne sont pas des œuvres d'art, en fait. Enfin bref, c'est un débat qu'on pourrait développer longuement, je pense. Moi, j'aimerais bien revenir sur l'idée de la classification et de la mémoire. Et de cette définition, somme toute, assez, je ne sais pas quel est le bon mot, piédestale de la mémoire, culture avec un grand K, comme ça, qui n'est pas du tout celle de Marquer. Et c'est là où il fait une rupture pour moi. C'est la mémoire est presque un outil biologique. C'est du cinéma, quoi. C'est de l'impatience, la mémoire. Où on se souvient parce que ça nous est utile aujourd'hui. Comme un gamin va s'habituer à ce qu'on éteigne la lumière de sa chambre et que le lendemain, elle est allumée. Il y a un truc chez Marquer de très physique et très simple dans le rapport au monde. Et là où peut-être il fait une rupture, et c'est une rupture d'époque, c'est avec l'histoire et la mémoire conçue comme classification. Et avec cette pensée qu'on peut classifier les choses, les ordonner, qu'il y a une logique à ça, et un bon sens historique, une bonne manière de le faire, et de l'héritage figé. Et c'est là peut-être aussi où on peut faire un lien avec son refus de la biographie, où il ne veut pas laisser un héritage figé. Et du coup, moi, par rapport à son bric-à-brac, je trouve ça extraordinaire. Parce qu'il nous laisse du bric-à-brac. Il n'a pas classifié. Mais à nous de piocher comme dans une bouquinerie et de rencontrer des objets ou pas. Et je ne sais pas, moi je trouve ça très juste par rapport à la relation que j'ai avec Marquer, où je vieillis avec Marquer en fait. Lui, ces films acquièrent de l'épaisseur pour moi. Plus moi j'en acquiers avec le temps. Je comprends plus de couches dans les films de Marquer en vieillissant. Je comprends là où il s'est foutu de moi alors que je l'avais pris au premier degré parfois. Voilà, donc et pour le coup, c'est une pensée très
très libertaire, très de gauche, de dire je refuse cette vision du monde qui ordonne en fait. Et on est après la guerre, où l'ordre, ça a donné des camps. Mais je crois que la matière, enfin, pour moi en tout cas, la matière unifiante, quand tu dis il y a un bric-à-brac, mais la matière unifiante de toutes ces pratiques, tu dis c'est le lien. Je crois que c'est le mot exact, mais j'en ai un autre, c'est le montage. Et donc dans toute, voilà, et la conception historique, qui est une conception assez proche de Walter Benjamin, et je ne sais pas s'il la connaissait à ce point, voilà, on fait de l'histoire avec du montage. Et voilà, donc rien n'est ordonné parce que tout doit pouvoir se lier avec tout en fonction de l'histoire qu'on va raconter. Tu parlais de la mémoire, il y a une phrase qui est dans Level 5, il présente la mémoire comme une utopie. Voilà, et c'est l'utopie du XXe siècle. Pour lui, c'est l'utopie du XXe siècle, et la mémoire, et ça c'est très clair, ça doit servir à ne plus vivre ce qui a été vécu avant. Et donc, il y a clairement, enfin, il y a 2 points à mon avis. Il y en a un qui a été très exploité, et un, avec René, un peu exploité, c'est Auschwitz, c'est évident, et c'est la bombe et c'est Hiroshima, quoi. Donc voilà, les deux, c'est ça qui fait basculer, qui fait tout basculer. Moi, j'ai longtemps cru, justement, que tout ça, c'était la libération. C'est-à-dire... parce qu'il y a effectivement le traumatisme, etc. Mais en fait, moi, je trouve de plus en plus de racines de ce que Marker fait plus tard, qui viennent de bien avant la guerre. Et en fait, pendant longtemps, on n'a pas trop su qu'est-ce qu'il avait fait pendant l'occupation et tout ça. Maintenant, on commence à voir un petit peu. Et en fait, c'est pas quelqu'un qui naît en 1945, quoi. C'est un gars qui est déjà inscrit dans un mouvement qui a traversé l'occupation, et c'est difficile à dire aujourd'hui, mais qui nous donne aussi un regard sur l'occupation qui est beaucoup moins simple que les glorifications zémouriennes ou les simplifications, parce qu'en fait, il y a une première phase du pétainisme qui est une espèce d'appel à tous les intellectuels, où ils s'engouffrent tous, et où il y a tout un tas de choses qui sont mises en place, qui vont ressurgir la libération, et Marker est dedans. Et donc en fait, oui, c'est... Bien sûr qu'il y a tout un tas de choses qui viennent du traumatisme de la guerre, et à mon avis, on n'en sait pas le quart de la moitié, parce que... Enfin, il y a cette arrestation en Suisse, là, sur laquelle on spécule, mais Marker hérite du spiritualisme qui naît avec Bergson, qui passe par Mounier, et qui considère la mémoire comme la reine de l'esprit, avec cette idée qu'il faut redonner à la société occidentale en péril par rapport à son matérialisme. Tout ça, c'est des catholiques de gauche, hein. Une forme de régénérescence spirituelle, quoi, ou de liberté de l'esprit. Et je pense que ça, il l'a intégré, et que ça façonne jusque très tard dans sa vie. Il vient pas de l'éducation populaire, c'est un truc qui draine toute son œuvre quasiment, si on élargit le concept d'éducation populaire à cette démarche philosophique. C'est quelqu'un qui avait une espèce de désinvolture comme ça, qui pouvait laisser penser qu'il était un peu, désinvolte par rapport à ça. Mais en même temps, il a posé des actes qui étaient toujours très engagés aussi par rapport à ça. Il n'est pas tombé, c'est pas devenu un des rédacteurs de la revue Esprit pour rien. Et il l'a fait jusqu'au bout, puisqu'il rééditait son Giraudoux régulièrement. Et c'est un courant de pensée. Et ce courant philosophique autour de Mounier, qui donne le personnalisme, qui donne l'éducation permanente et populaire, qui est un truc énorme, qui donne l'utopie européenne aussi, qui donne tout ça, lui, il est en plein là-dedans, quoi. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu... oui, bourgeois, mais... bourgeois, le peu d'informations qu'on a, c'est que, il y a le nom, famille est à Neuilly. Oui, et qui Neuilly, et qui pendant l'occupation était à Vichy. Oui, tout à fait.
Et quand tu dis, bon, il y a cet appel d'air, oui, il y a un appel d'air dans la littérature, etc., parce qu'il y a des auteurs qui sont interdits. Il y a des auteurs qui sont interdits, donc il y a un appel d'air, on en met d'autres. Des auteurs qui n'étaient pas très bien considérés provinciaux, comme Giono, etc., se mettent à être publiés sous la collaboration de façon, enfin, d'avoir une position plus centrale dans le champ, parce que les autres disparaissent, en tout cas. Et bon, il y a deux versants, effectivement, des personnalistes des années 30. Et il y a un versant qui est très collaborationniste et il y a un versant qui est plus proche de la résistance, quoi. Oui, mais il y a aussi un basculement. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que le régime de Vichy permet à Mounier, enfin, bon, je n'ai pas la liste en tête de tous les gens qui sont là, mais il crée un lycée. Oui, l'école des cadres du réalisme. L'école des cadres pour créer une nouvelle élite française, quoi. Et alors là, ils expérimentent des trucs qui sont vraiment... où ils mettent en concept l'idée d'éducation permanente. En fait, ils veulent former, par opposition à l'école officielle, ils veulent former des autodidactes. C'est-à-dire pas... Ouais. Ben ouais, mais en fait, c'est super... C'est un concept, il faut apprendre à apprendre. C'est ça. C'est l'idée qu'on se forme tout au long de sa vie, qu'il n'y a pas le temps de la formation, le temps du travail, et c'est une réaction à l'idée qu'on puisse former des outils de production. On forme des individus, et donc il faut les former tout de suite à la liberté. Voilà. Instauration du STO, le service du travail obligatoire. On envoie les jeunes Français en Allemagne pour travailler. Évidemment, il y en a tout un tas qui ne veulent pas. Et en fait, le régime montre son vrai visage collaborationniste, du point de vue des gens qui s'étaient engagés là-dedans. Et ils décrochent, et ils vont directement dans le Vercors. En fait, tous ces gens qui étaient là et qui commençaient à parler d'éducation populaire et tout ça, se retrouvent dans le Vercors et continuent leur truc. Ils sont dans le maquis et ils font de l'éducation populaire. Ça, c'est assez beau, quoi. Et dès que la libération arrive, ils créent les structures de l'éducation populaire. Et donc, ouais, il y a quand même, à un moment donné, Oui. Et alors, le cas de Giraudoux est l'exception qui confirme la règle. Mais je n'ai pas trouvé ce que tu dis, par exemple, de gens qui avaient suivi Mounier et qui seraient directement partis enfin, qui auraient suivi, si tu veux, le maréchalisme jusqu'en 1944, quoi. Je n'ai pas encore trouvé, ça existe peut-être, hein, mais de ce que j'ai vu, la plus grande partie, ils sont partis dans le maquis, quoi. Ben, ce qui est sûr, c'est que eux qui continuent à faire de l'éducation populaire dans le Vercors, à mon avis, ils ont clairement en perspective la suite, quoi. Ils sont pas défaitistes, quoi. Et ils savent bien que ça ne va pas se passer, que le régime de Vichy ne va pas se perpétuer, quoi. Mais bon, voilà, c'est une lutte de signes pour... Voilà, c'est pour ça que, bon, ça en tête quand tu vois quand même Chris Marker, le dossier militaire, donc 45 jours de prison, il était donc réfugié civil en Suisse, hein. Et donc sur l'autre document militaire, c'est donc il est condamné pour avoir franchi 2 fois clandestinement la frontière, une fois fin janvier 1944 pour rejoindre la résistance des Alpes, et une fois en revenant début février 1944, puisqu'il n'a pas réussi à rejoindre la résistance des Alpes. Donc, Oui. Non, mais oui, c'est sûr que tout le monde a intérêt à être du bon côté de la frontière. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'est son attachement à Giraudoux qui a évidemment paru suspect quand on l'a découvert. Enfin, quand on a découvert que... parce que c'est récent, la découverte qu'il avait été à Vichy et qu'il avait été en fait chapeauté par une association qui en fait est une association créée par Mounier qui s'appelle Jeune France, qui est l'association qui chapeaute toutes les initiatives de la jeunesse pétainiste, quoi. Et lui, il est sous le nom de Marc Dornier, il crée une revue qui est une revue d'étudiants où il publie des poèmes, où il publie des textes qui sont très, pas à la gloire du régime, parce qu'il y a une dimension déjà critique. Bon, il fait écrire son père, qui fait un texte sur la révolution bancaire.
Ce serait intéressant de lire le texte d'ailleurs, de voir un peu où était son père. Mais il critique des auteurs pétainistes, c'est-à-dire que c'est beaucoup de la critique littéraire, des trucs comme ça. Ce qui est curieux, c'est qu'il réhabilite Giraudoux en 1952 et il ne se positionne absolument pas sur les thèses raciales, xénophobes de Giraudoux. Ça m'a toujours paru curieux. Est-ce que c'est juste une euphémisation d'un truc qui le gênait? Comment il a vécu, lui, en tant que... Il le raconte, hein, il adorait cet auteur, il adorait Giraudoux. Giraudoux fait une série de conférences en 1939, je crois, et qu'il publie sous un titre, ça s'appelle Plein pouvoir, et où, voilà, il y a des passages, c'est entre Céline et Zemmour, quoi. Et il est responsable de la censure de la presse. Et après, il devient ça. Donc, en fait, Giraudoux se décrédibilise totalement aux yeux des gens qui l'aiment, hein, mais pas aux yeux de Marqueur. Un auteur que je ne citerai pas qui me dit ouais non Céline là, ouais non Houellebecq il aime les chiens, c'est pas possible, enfin c'est insupportable. Moi, ça me rend folle quand j'entends ça. C'est pas parce qu'un auteur est critiquable sur certains points politiques notamment qu'il est à condamner pour sa littérature. Et je trouve qu'il y a trop de gens qui confondent, enfin moi ça m'hérisse un peu le poil ce genre de truc. Mais donc le bouquin en question, c'est pas une thèse littéraire sur Giraudoux, c'est une réhabilitation de Giraudoux comme ce qu'il dira dans une interview un peu plus tard, Marqueur, l'artiste le plus engagé de son siècle. C'est bizarre, hein, quand même. Et je veux dire, en gros, ce qu'il dit, c'est que l'esprit littéraire de Giraudoux se retrouve dans son action politique. Alors il dit à tort, il dit c'est un idéaliste, et comme il aime les formes parfaites, eh ben, il conçoit la race comme une forme, il conçoit l'urbanisme comme des formes. Donc il y a une critique quand même, mais sans citation des passages qui, je vous assure, sont vraiment, mais oh, ça décoiffe, quoi. Alors voilà, je pense que il faut sauver le soldat Giraudoux, probablement, quelque part. Mais je ne crois pas que ce soit c'est pas tant les éditeurs ou Esprit qui fait une commande à Marqueur. C'est Marqueur qui, de sa propre initiative, dit « Moi, c'est Giraudoux, c'est pas Sartre. » quoi. Parce que Sartre avait taillé en pièces Giraudoux, apparemment. Et donc, il y a vraiment une volonté de réhabiliter cet auteur. Et c'est un auteur qui n'a jamais renié, jamais, jamais. C'est son premier amour d'adolescent. Et c'est vrai qu'il y a un style, quand tu lis ça, tu vois bien la parenté, quoi. Le style de Marqueur est très très proche de celui de Giraudoux. Mais voilà, ça fait partie des questions sur lesquelles c'est peut-être le revers de ce côté je ne me retourne pas, parce qu'il y avait eu le Never Explain, Never Complain, Never Explain. Pour le raconter, donc c'est à la fin de sa vie, il a fait une défense d'un court-métrage du fils de Costa Gavras, Romain Gavras, qui avait réalisé un court-métrage, pas un court-métrage, un clip. Donc un clip ultra violent, bizarre, noir. Et il y avait des gens qui avaient trouvé ce clip tendancieux, tout ça. Donc il avait pris la défense, il s'est défendu d'un texte qu'il avait publié et il s'était positionné contre la censure. Et donc tout le monde lui avait demandé des explications. Et il avait juste posté un commentaire, il a dit « Never complain, never explain ». Ça fait partie de l'étiquette de la reine d'Angleterre. C'est une règle de conduite. Et je veux dire, le revers de ça, c'est que, par exemple, quand Eyal Sivan était allé lui demander dans quel esprit il avait réalisé Description d'un combat. Dans le Description d'un combat, c'est donc le film qui est fait en Israël. Et c'est un film qui est assez curieux à regarder aujourd'hui parce que il y a un plan sur ce que pourrait être la question des Palestiniens, en gros, sur tout le film. Et on est dans la glorification du sionisme socialiste, les kibboutz, tout ça. C'est un film
c'est comme le film qu'il a fait sur Cuba, c'est un peu des faux pas, quoi. C'est-à-dire, autant c'est quelqu'un qui s'était pas aligné sur les questions de bloc et tout ça, et qui pouvait aller en Chine, faire un film poétique sur la Chine ou sur la Sibérie, autant quand il est allé en Israël, on se demande ce qui lui est arrivé, quoi. Il y a vraiment un biais, quoi. Et Eyal Sivan donc lui demande, il lui dit mais comment ça s'est passé, tout ça. Et là il a botté en touche, quoi. Il dit je suis de la génération Auschwitz, et donc voilà, c'est tout. Mais ce qui est bizarre, c'est que comme pour Giraudoux, il n'a jamais ressenti la nécessité de revenir là-dessus et d'en parler, quoi. C'était clos. Et... Oui, bien sûr. Oui. C'est sûr. C'est sûr qu'il aurait été, s'il avait fait ça, peut-être qu'il aurait été incohérent, clairement. C'est-à-dire, il aurait, en fait, c'était soit tout, soit rien, quoi. C'est-à-dire, il aurait fallu qu'il refasse un film, il aurait fallu qu'il réaborde vraiment la question. Il ne pouvait pas se contenter de laisser une note pour dire, bon, ce film-là. Par rapport à la question de la mémoire, il y a cette phrase que j'ai tirée de ton chapeau. Et donc, le souvenir seul ne suffirait pas à éviter la reproduction inlassable de l'horreur. Moi, elle m'intéresse beaucoup, alors cette phrase, après tout ce qui a été dit. C'est paradoxal par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, la mémoire comme utopie. Moi, je me souviens que j'avais posé la question à Marcel Ophuls de savoir qu'est-ce qu'il pensait du slogan « Plus jamais ça ». Et il était alors totalement désabusé par rapport à ça. Et je n'y ai jamais cru, enfin, tu vois. En disant que c'est une utopie, c'est la même chose. Hein. Voilà, Parce oui. qu'on dit c'est une utopie. Ok. Non, c'est dans ce sens-là qu'il le dit. C'était notre utopie. Ben voilà. Mais dans Level 5, c'est dit quoi. Okay. La mémoire, c'est pas la compréhension des mécanismes qui amènent à quelque chose et qui permettent éventuellement de les reconnaître sous une autre forme de façon contemporaine. C'est là que, voilà, ce que je disais sur la raison tout à l'heure, c'est ça que ça voulait dire aussi. C'est qu'une approche mémorielle, basée sur la sensibilité, sur ça me fait penser à ça et je veux mettre ça avec, etc., permet pas forcément de reconnaître des formes politiques. Par contre, faire ça de façon artistique ou ça permet de mettre en cause des formes politiques qui sont figées, qui empêchent de voir la réalité. Donc le travail sur les formes, même un peu postmoderne, est super important dans le champ artistique, mais dans le champ politique, ça m'inquiète beaucoup plus, quoi. Dire, bon, ben oui, complètement. On va tout mettre les trucs à côté des autres, et puis quelqu'un a le droit librement de décider que tel massacre vaut tel massacre, alors qu'il peut y avoir des causes qui n'ont strictement rien à voir, des enchaînements. Voilà. Et j'ai juste un dernier truc que je voulais raconter, c'est que en fait, il y a un truc qui tourne en ce moment sur une étude sur la consommation culturelle des Français. C'est une étude qui date de 2008 et qui est régulièrement reconduite et qui prouve qu'en fait, il n'y a pas de décloisonnement de la consommation culturelle des Français, malgré la multiplication des lieux de consommation culturelle. Et je pense qu'en fait, ça c'est en train de planer, non seulement en France, mais sans doute en Belgique aussi, de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces lieux qu'on a un peu financés comme ça, en les laissant un peu chacun décider de leur truc, et qui sont devenus des lieux de consommation culturelle. Et on se dit maintenant, voilà, il va falloir redresser la barre. Alors ici, on a lancé une grande consultation où chacun va pouvoir se repositionner, trouver des axes, très participatifs comme politique. En France, je ne sais pas comment ça va se traduire. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de volonté de prendre des moyens dans la diffusion culturelle et de les reverser dans l'éducation. Ça, il y a eu ça. Mais ce qui ressort de l'étude et que préconise le sociologue qui était interrogé, c'est l'idée que tant que l'école en gros, ne poussera pas les enfants à ne pas s'auto-censurer sur la consommation de toutes sortes de cultures, donc y compris culture de masse, mais voilà, enfin, essayer de les faire sortir un peu de leur ghetto, ça ne fonctionnerait pas. Mais bon, sachant ce qu'est l'école, je ne suis pas sûr que c'est bon. Enfin bref, on ne va pas rentrer là-dedans, mais pour vous dire, voilà, j'ai entendu ça et ça m'a rappelé un truc. Donc là, on parle clairement d'un auteur qui, lui, toute sa vie, a été quand même un peu poussé par cet idéal de la culture émancipatrice.
Alors c'est rigolo qu'aujourd'hui on se rende compte qu'on est allé trop loin dans la consommation culturelle et qu'on veuille revenir à une forme d'éducation, mais il faudrait savoir laquelle, quoi. Donc ça, c'est les questions qu'on a sur les bras aujourd'hui et pour lesquelles Marqueur peut être un outil intéressant, enfin ce qu'il nous a laissé. Et je voulais vous dire comme ça en conclusion que moi j'ai croisé un gars qui s'appelle Henri Traforetti, qui est un des membres du groupe Medvedkin de Besançon, c'était le plus jeune. Et donc lui, il travaillait à la Rodiaceta, très jeune, et il faisait partie de ce groupe. Et donc il m'a conduit en voiture entre Dijon et Ornans. Et donc on a passé 1 heure comme ça à discuter. Il m'a raconté ce que ça avait été lui, cette expérience-là. Aujourd'hui, il est peintre. Hein. Il fait des expos et tout ça. Il écrit. C'est un gars qui a vraiment vécu une espèce de transformation. Et il en parle encore avec des larmes dans les yeux, quoi. Il est sorti d'un truc où il était ouvrier et il était vraiment dans son ghetto. Et il a traversé cette expérience-là. Et lui, l'émancipation, il l'a vécue sous une forme d'autodidacte. Il est devenu autodidacte. Donc, j'ai envie de dire, voilà, on se cogne le nez encore sur tous les déterminismes et on n'arrive pas à trouver d'issue. Mais j'ai l'impression quand même que ça existe, que c'est possible. Je ne sais plus qui passe encore au Noval en ce moment. Luns, le réalisateur, il fait un film sur des gens qui ne sont pas du tout en milieu, qui sont des blousons noirs dans les années 60. Mais tous ces gens qu'on voit dans le film, sauf un, ont passé le périphérique. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé sur le film, ils ont été payés sur ce film, où ils jouent en partie leur rôle, enfin une histoire dérivée de leur histoire à eux. Et bon, c'était une époque évidemment d'expansion du cinéma, de la télévision, etc. Et l'une, de repartir de l'autre côté du périphérique, il les a fait tout naturellement rentrer dans des boulots de cinéma, d'ingénieurs du son, de tas de boulots. Et ces types ont eu un destin tout à fait différent. Alors, ce que font les cinéastes, les documentaristes en général, c'est ils vont filmer des gens qui sont dans la merde, quoi. Et puis après, ils partent. Ils les laissent. Ils leur font pas franchir la Méditerranée. Voilà. C'est pas admirer l'art, c'est en faire, quoi. Sinon, il n'y a pas de libération du tout à admirer l'art, quoi. C'est même une domination, en fait. Ben oui, bravo. Merci Benoît.